12 décembre 2008, État de New York, États-Unis. Bernard Madoff, l'un des plus grands escrocs de l'histoire, est arrêté. Accusé d'avoir monté un système Ponzi pour un montant de 65 milliards de dollars, il est interrogé par le FBI. Un agent lui demande « D'où vous est venue l'idée de rémunérer les premiers investisseurs avec l'argent des derniers ?» Il répond « Du régime de retraite par répartition des Français ». Cette célèbre caricature de Gary Varvel aurait pu être une vraie histoire. Pourtant, l'effondrement du Ponzi Madoff pourrait bien être celle du système de retraite français. Car notre système actuel est en train de s'effondrer comme le ferait un Ponzi géant de plus de 337 milliards d'euros, un montant qui correspond au coût des retraites pour l'année 2021. Le nombre d'actifs versus retraités en France ne cesse de chuter depuis 1950. Il est passé de 4 actifs à moins de 1,7 en 2024, et il est prévu de chuter à moins de 1,3 en 2060. Et une véritable désillusion est en train de s'emparer du pays. Car entre réformes politiques chroniques, moyennisation des salariés français, stagnation du niveau de vie, déficit de productivité et de nativité, la stabilité du système est remise en question. Elles sont bien loin les années 60 où les Français rêvaient d'une retraite à 50 ans. Et nous avons constaté qu'une large majorité de Français pensaient que l'âge de la retraite serait abaissé à 50 ans. Alors quel avenir pour nos retraites? Allons-nous travailler jusqu'à 80 ans, comme le propose maintenant le Japon pour ses fonctionnaires? Est-ce que le système actuel ne serait pas le plus gros Ponzi français jamais créé? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans les prochaines minutes. Mais tout d'abord, essayons de remonter un peu dans le temps pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. La retraite par répartition a été créée en 1945, et elle compte aujourd'hui pas moins de 42 régimes distincts. Au fil des années, cette répartition a toujours été un casse-tête administratif, politique et économique. Et ce, malgré des dizaines de réformes majeures instaurées par nos élus depuis la moitié du XXe siècle. Mais pour le moment, aucune de ces réformes n'a apparemment pu répondre à la complexité du problème des retraites. Et les tensions suscitées par la nouvelle réforme imposée en 2023 ne pourraient être qu'un début. Que notre système de retraite, à règles inchangées, est parti pour être en déficit au moins jusqu'en 2070. Car dans son rapport de 2024, le Conseil d'orientation des retraites alerte effectivement sur un possible déficit du régime de retraite jusqu'en 2070. Autant vous dire que les réformes ne sont pas terminées au regard de la dégradation de l'équilibre budgétaire du régime en place. Depuis plus de 20 ans, les réformes se multiplient sans jamais vouloir s'arrêter. Au menu, la réforme des retraites. La réforme du régime général des retraites. Sujet extrêmement sensible. La réforme Balladur de 1993 passe la durée de cotisation de 37 ans et demi à 40 ans pour le privé. Suivi de la réforme Fillon en 2003, qui étend à 40 ans la durée de cotisation pour le secteur public. La retraite par répartition, la sécurité sociale pour tous, la qualité du service public, tous ces piliers de notre pacte républicain sont menacés. Suivra la réforme des régimes spéciaux en 2007 ou encore la réforme Woerth en 2010 qui rallonge le départ à la retraite à 62 ans. Et plus récemment, la réforme de 2023. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. L'âge de départ à la retraite passerait ainsi de 62 ans et 5 mois en moyenne en 2021 à 64 ans et 6 mois d'ici à 2035. Et ce n'est peut-être pas fini, car malgré ces nouvelles réformes, notre système devrait connaître un déficit croissant. Alors il y a quand même quelque chose qu'on ne comprend pas. La réforme des retraites n'a servi à rien si on est toujours dans le rouge. Alors, faudra-t-il reculer l'âge de la retraite jusqu'à 67 ans? Faudra-t-il changer les conditions d'accès, augmenter les prélèvements ou baisser les pensions? Tout est possible à l'heure de l'instabilité politique dans laquelle nous nous trouvons. Entre augmentation des cotisations, recul de l'âge de départ ou baisse des pensions, personne n'échappera véritablement à ces mesures. Alors comment fonctionne notre système aujourd'hui et quelles en sont les alternatives viables? D'ici 15 ans, le nombre des vieux va s'accroître de plus d'1 million alors que celui des adultes augmentera peu. Alors, quelle solution trouver pour que cette population inactive puisse vivre décemment sans qu'elle constitue une charge écrasante pour le pays et d'autre part pour que les vieux continuent d'être des consommateurs, contribuant ainsi à la nécessaire expansion économique? Pour vous permettre d'avoir votre avis sur la question, il faut déjà comprendre comment fonctionne le régime de retraite par répartition. Mais avant d'aller plus loin, sachez que ce type de vidéo, documentée, sourcée, est très long à réaliser. Alors si vous appréciez ce type de contenu, laissez un like, c'est gratuit, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Nous prendrons en considération vos suggestions d'amélioration pour les prochaines. D'ailleurs, que voulez-vous nous voir aborder dans la prochaine vidéo?
les retournements de veste des institutionnels par rapport aux cryptos, l'arrivée d'un nouvel ordre mondial monétaire, les tensions à Taïwan et les conséquences que cela pourrait causer sur votre porte-monnaie. Dites-nous ce qui vous intéresse le plus en commentaire. Pour en revenir au système des retraites par répartition, il est difficile d'expliquer ce qui est un des régimes administratifs les plus complexes. Mais rappelons d'abord que la France a fait un choix, celui de rendre obligatoires les cotisations pour la population active. Nos retraites sont financées par une sorte de caisse collective obligatoire. Mais pour être exact, nous devrions parler d'une caisse vide obligatoire. Car une fois les cotisations récoltées auprès des différents travailleurs et travailleuses, la sécurité sociale a deux choix. Enfin en théorie. Elle peut d'abord investir les cotisations sous forme de titres financiers pour payer les pensions dans l'avenir, ou bien elle peut répartir directement les cotisations récoltées auprès des différents retraités actuels. De cette manière, les cotisations des nouveaux travailleurs servent à financer les pensions des nouveaux retraités. En bref, ce sont les travailleurs actuels qui payent les retraites. On parle aussi de système par répartition, c'est-à-dire que les nouvelles générations payent pour les anciennes générations. La France repose ainsi presque exclusivement sur ce régime de retraite par répartition. Par conséquent, pour partir à la retraite en France, l'âge légal minimal de départ est fixé à 64 ans pour les personnes nées après 1968. Mais pour bénéficier d'un taux plein en France pour les personnes n'ayant pas suffisamment cotisé, il faut attendre l'âge de 67 ans. Malheureusement, la complexité du système ne s'arrête pas là. Et aux cotisations s'ajoute la complexité administrative. Il existe 4 grandes catégories de régimes de retraite. Le régime des salariés du secteur privé, les régimes des salariés de la fonction publique, les régimes spéciaux des entreprises du secteur public comme la SNCF ou la RATP, et enfin, les régimes des travailleurs non salariés pour les artisans, les commerçants, les professions libérales ou encore les agriculteurs. Avec cette multitude de régimes, inutile de rappeler que le montant des pensions et les conditions de départ à la retraite varient considérablement d'un régime à l'autre. Toujours en 2021, la pension brute moyenne d'un retraité était proche de 1 530 €. Mais le montant moyen des pensions va de 840 € pour le régime de la MSA non salarié à plus de 2 500 € pour les régimes spéciaux. Vous conviendrez qu'il s'agit là d'un sacré écart. Et ce système d'inégalité dans les pensions de retraite du système français sont largement répandus. Par exemple, les fonctionnaires civils de l'État touchent en moyenne une pension 50% plus élevée que le reste des retraités. De même, les pensions des femmes représentent environ 60% du montant de la pension des hommes. S'il a donné à 65 ans, ça fait trop vieux. Tout le monde n'arrive pas à en profiter de la retraite. La retraite pour les hommes à 60 ans et pour les femmes à 50 ans. Juste ou injuste, le fait est que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et certaines retraites d'anciens ministres en feraient rêver plus d'un. Certains se demanderont légitimement où est l'équité dans tout ce bazar administratif. Pourtant, l'article L111-2.1 du Code de la sécurité sociale énonce clairement que les assurés bénéficient d'un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quel que soit leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent. Alors le rêve d'une retraite fondée sur un système collectif n'est-il pas en train de devenir un cauchemar ? N'avons-nous pas condamné par ce choix à la fois les jeunes générations à de lourdes cotisations et les plus vieux à des pensions misérables pour un âge avancé ? Déjà, en 1962, la place accordée aux vieux dans la société était un sujet brûlant. La retraite est conçue comme un moyen de faire partir les vieux de façon qu'ils débarrassent la population active, qu'ils donnent des emplois, et on va même quelquefois jusqu'à préconiser une sorte de ségrégation dans des quartiers de vieux pour qu'on ne les ait plus devant les yeux, pour qu'on soit débarrassé de cette sorte de remords permanent. Mais plus de 60 ans après, le débat sur le pouvoir d'achat des retraités est loin d'être achevé. Et le coût des retraites augmente alors que le pouvoir d'achat des retraités ne progresse pas véritablement. Alors, combien coûte le système de retraite ? La France est le 3e pays le plus généreux de l'OCDE en termes de retraite par rapport à la richesse nationale après l'Italie et la Grèce. La France verse en pension près du double de la moyenne des autres pays. Inutile donc de rappeler que la retraite a un coût pour les Français. En moyenne, en 2022, chaque Français contribue à hauteur de 5 350 € aux pensions de retraite, soit près de 14% de ses revenus. En 2021, la France comptait 17 millions de retraités pour 29 millions de cotisants d'après l'INSEE, soit 1,7 actifs pour un retraité. Toujours en 2021,
Chaque cotisant a ainsi payé près de 11 600 € pour la retraite de ses aînés. Et la contribution aux cotisations sociales est même maximale entre 30 et 40 ans. Cette tranche d'âge supporte ainsi des prélèvements multiples pour un montant global proche de 20 000 € par an pour le financement des retraites. Alors, si vous trouvez que la promesse de toucher votre future pension coûte cher, sachez que ce n'est rien par rapport à ce qui pourrait arriver. Car pour sauver les retraites, l'État en finance déjà une partie par des subventions. Et ce financement se fait en grande partie au détriment de la rémunération des fonctionnaires. Tout tient dans un chiffre, 71 milliards d'euros de déficit annuel pour nos retraites, nous dit ce spécialiste, si l'on retire toutes les subventions versées par l'État pour combler le trou. Mais alors comment fonctionnent les autres pays ? À l'inverse de la France, certains pays ont fait le choix de laisser la liberté à chacun de constituer sa propre retraite, comme aux États-Unis par exemple. Le coût de la retraite est donc supporté par chaque individu plutôt que par la société. Dans de nombreux pays similaires à la France, comme le Royaume-Uni, la Suisse ou le Danemark, le choix d'un système mixte a été fait. Mi-répartition, mi-capitalisation. Mais nous y reviendrons. Le régime français repose donc sur une promesse audacieuse et risquée. Vos vieux jours seront financés par la solidarité publique. Mais une promesse reste une promesse. La France fait donc exception par un système collectif qui assure la quasi-totalité des retraites des Français. Le choix du départ à la retraite et les conditions de cette dernière sont largement déterminés par des choix politiques et économiques. La mission des différents gouvernements est donc de savoir sur qui repose le coût de la retraite. Les plus jeunes vont-ils cotiser plus que leurs aînés, ou bien les plus vieux auront-ils un pouvoir d'achat plus faible que dans le passé ? Il est effectivement possible que nous nous dirigions à la fois vers un poids élevé des cotisations ainsi qu'une dégradation du pouvoir d'achat des retraités. Le système des retraites est-il donc condamné à faire payer les nouveaux entrants ? Il n'est pas impossible que l'inversion de la pyramide des âges mette en péril la structure actuelle. Dans son rapport pour 2023, le Conseil d'orientation des retraites s'inquiète ainsi d'un déclin du bien-être des futurs retraités. Il écrit qu'il est possible que le ralentissement des gains de productivité conjugué avec des dépenses qui devront être consenties pour prévenir ou s'adapter au changement climatique ne permettent pas une progression des conditions du bien-être telles que celles enregistrées dans les 70 dernières années. En clair, le COR alerte sur le déclin très probable du niveau de vie des retraités dans les prochaines années. Est-ce que, à la manière d'une grande pyramide de Ponzi intergénérationnelle, le système de retraite français est-il voué à s'effondrer sur ses propres limites ? Les jeunes générations suffiront-elles à apporter du capital pour financer les anciennes générations ? Ou sommes-nous condamnés à travailler jusqu'à 67 ans ou plus, comme c'est déjà le cas en Italie ou au Danemark ? Et peut-être même jusqu'à 70 ans pour certains métiers. Bref, sommes-nous condamnés à travailler jusqu'à la mort pour certains d'entre nous ? Allons-nous revenir à l'époque où l'espérance de vie était inférieure à l'âge de départ à la retraite ? Étant entendu que lorsque la retraite a été fixée à 65 ans, la moyenne de vie des travailleurs était de 55. Il faut effectivement rappeler que la structure par répartition est une pyramide économique. On ne sait pas où cette pyramide s'arrête, mais les nouvelles générations auront toujours à supporter un risque plus grand, celui de ne pas avoir les mêmes retraites que les anciens. Les facteurs qui menacent nos retraites sont multiples. D'abord, la réduction de la part de la population active à partir de la décennie 2030, qui s'accompagnera certainement de la hausse du nombre de retraités. Une cause majeure de ce phénomène est la chute libre de la natalité depuis 2010. La France n'a jamais fait aussi peu de bébés que depuis 1957. Et alors que certains parlent de réarmement démographique, la France semble condamnée à suivre le destin de ses partenaires européens. À ce premier phénomène qui menace nos retraites, il nous faut ajouter la réduction des gains en productivité. En clair, l'économie française devient de moins en moins efficace dans l'utilisation croissante des technologies et des compétences de chacun. Sans croissance économique, il sera difficile, pour ne pas dire impossible, de financer les retraites de nos anciens. Le problème est que la croissance économique potentielle se réduit en France. Il existe donc potentiellement des solutions pour sauver nos retraites. Mais à quel prix ? Contre un tel déclin, les solutions sont aussi simples qu'improbables dans l'état actuel des choses. Une première solution serait une hausse conséquente de la natalité ou bien des arrivées migratoires importantes, ce qui ne semble véritablement pas être la trajectoire à venir. Une autre solution serait l'espoir d'assister à une forte croissance économique. Et dans le cas de la France, seule une hausse importante de la productivité comblerait la réduction de la population active. Mais la solution la plus largement débattue jusqu'ici, vous la connaissez tous, c'est le recul du départ de l'âge à la retraite. Et elle est déjà lourdement impopulaire et contestée. Malgré tout, une dernière solution existe encore.
réduire le niveau de vie des retraités. C'est en particulier la dernière idée du feu gouvernement Attal visant à faire progresser les retraites moins vite que l'inflation. Une sorte de réduction des retraites sans en assumer les conséquences politiques à court terme. Le Conseil d'orientation des retraites montre ainsi que le niveau de vie des retraités pourrait s'effondrer dans les 50 prochaines années. Alors qu'aujourd'hui, les retraités ont en moyenne un niveau de vie légèrement supérieur au reste de la population, celui-ci pourrait représenter seulement 75% du niveau de vie national en 2070 dans le scénario le plus négatif de productivité. Autant le dire directement, de plus en plus de retraités seraient alors en situation de pauvreté, alors ne négligez pas ce qui pourrait vous arriver. Un autre moyen similaire de réduire le niveau de vie des retraités serait d'augmenter les cotisations sur leur propre retraite. Et oui, ces dernières années, leur contribution pour leur propre retraite a augmenté. Par conséquent, mis à part une forte augmentation des prélèvements sociaux sur l'ensemble de l'économie, ce qui est presque impossible au regard de la fiscalité française écrasante, il n'y a aucune bonne solution pour sauver les retraites. Tout le monde est condamné par ces structures pyramidales, et ce depuis le début. Bref, les solutions collectives sont à oublier. Le régime français est-il si parfait qu'on voudrait nous le faire croire? Pas si sûr. Car la plupart des autres pays fonctionnent aussi à l'aide d'un système qui repose sur l'épargne et l'investissement. Les débats sur la réforme des retraites se poursuivent, évidemment. Il y a un mot qu'on n'entend mais alors absolument pas, c'est le mot capitalisation. Et si je vous disais que le régime des retraites français est un placement qui ne dit pas son nom? Un pari sur la croissance économique future, et notamment la croissance des salaires qui financera nos retraites. Si l'économie nationale se porte bien pour vos vieux jours, alors votre pari de cotiser sera le bon. Mais si l'économie nationale se porte mal dans l'avenir, votre pari de cotiser aura été très mauvais. Car personne ne connaît véritablement les conditions de retraite dans 10, 20 ou 30 ans, pas même le gouvernement. La retraite reste une simple promesse sur l'avenir. Et dans son rapport, le Conseil d'orientation des retraites nous dévoile entre 2 pages une information capitale. Cette information est totalement inconnue du public, pourtant c'est l'information clé pour prendre en main votre avenir. Le système de retraite par répartition est bien l'équivalent d'un placement à un taux réel proche de 1 à 1,5%. Cotiser reviendrait à placer de l'argent à un taux réel de 1 à 1,5%. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi l'obligation de cotiser exclusivement par répartition coûte cher aussi bien à l'État qu'aux retraités. Il faut comprendre aussi que la répartition, c'est un système où on finance les retraites par une taxation du revenu du travail. Ouais. Et la capitalisation, c'est un système où on finance les retraites par une taxation du revenu du capital, puisque les retraités ont des actions, des obligations, donc prennent une partie du revenu du capital. Il existe en effet historiquement de nombreux placements, comme les actions ou les obligations, qui performent en moyenne jusqu'à 8 ou 10% par an. Si les cotisations sociales avaient été investies en actions et en obligations, le montant des retraites serait jusqu'à 10 fois supérieur dans certains cas. Et d'après une étude économique publiée par Natixis, 1 euro de 2019 de cotisation au système de retraite en 1982 en France correspond aujourd'hui à 1,93 € en répartition et à près de 22 € en capitalisation. Alors malgré les avantages de la capitalisation, la France est probablement l'un des seuls pays au monde qui continue de fermer les yeux sur cet appauvrissement des retraités. Un salarié ayant commencé sa carrière en 1970 au salaire moyen, qui aurait pris sa retraite en 2012, 42 ans de cotisation, aurait obtenu une pension mensuelle de 1 500 € avec le système de répartition s'il avait investi en actions françaises le montant de toutes les cotisations versées sur la période. Il aurait pu disposer d'une pension de 3 000 €, le double. La capitalisation permet en effet d'investir dans l'économie plutôt que de redistribuer immédiatement les cotisations. Le géant de la finance BlackRock a ainsi bâti sa puissance sur les retraites des Américains et possède une large partie du CAC 40, alors que les Français n'ont même pas les moyens d'acheter leurs propres entreprises. Enfin, il y a un argument qui est que si les Français y avaient fait un choix plus équilibré il y a 40 ans, ils auraient aujourd'hui des retraites beaucoup plus élevées. Investir par capitalisation, c'est participer à la souveraineté financière. C'est aussi participer à l'innovation, avec de l'investissement dans la production, ce qui favorise aussi la hausse de la productivité et surtout, la hausse probable de vos pensions. Mais la capitalisation présente des risques car les placements financiers en actions ou en obligations sont plus instables et plus incertains. Après une vie d'épargne, imaginez si une grande dépression économique provoque un krach financier. Il serait alors possible que vous perdiez toutes vos économies et dans le même temps tous vos espoirs de retraite. La capitalisation présente donc un risque évident.
Celui qui aurait mis son épargne à Wall Street l'été 1928, il aurait dû attendre la fin des années 50 pour retrouver ne serait-ce que sa mise, indépendamment des intérêts. Mais dans tous les cas, une dépression économique signifierait aussi une baisse des cotisations et donc une baisse des retraites par répartition. La réalité, c'est qu'un krach financier entraînerait aussi probablement de grandes difficultés sur le financement des retraites actuelles. Il existe plusieurs solutions pour limiter les désavantages de la capitalisation. Une gestion du risque mutualisée de type assurance, une diversification de l'investissement allant des obligations aux actions en passant par l'immobilier ou les métaux, ou encore l'investissement dans des produits financiers adaptés. Ces 3 exemples pourraient permettre de profiter d'un meilleur rendement avec un risque plus maîtrisé. La capitalisation présente donc des inconvénients, mais c'est une des rares solutions pour sauver vos retraites. Une solution pour limiter les risques d'être déçus par le montant et les conditions de la retraite par répartition. Le PEA est une solution connue mais encore trop peu utilisée, ou du moins exploitée par les Français. Car le PEA, s'il est détenu au moins 5 ans, est exonéré des plus-values. Et il semblerait qu'il ne soit pas si difficile que ça d'avoir un PEA avec une rentabilité de 5 à 10% net d'impôts. Ce qui est déjà bien mieux que la plupart des livrets proposés par nos banques traditionnelles. Alors, pour vous aider, nous avons décidé de vous proposer un rapport gratuit sur 5 valeurs qui nous semblent être intéressantes à avoir dans un PEA. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne des publications Agora.